Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. La place des femmes dans la société fait débat depuis longtemps. Si le nombre d'hommes et de femmes est à peu près équivalent, la place accordée aux femmes est encore de nos jours insuffisante. Les droits conquis par les femmes l'ont été au prix de luttes acharnées et il faut tout le savoir des historiens et surtout des historiennes pour nous le rappeler. C'est la raison pour laquelle dans notre émission consacrée à la Méditerranée, nous recevons aujourd'hui René Drey Bensoussan, agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des femmes marseillaises. Bonjour à vous René, ravi de vous retrouver. Bonjour Magali, moi aussi, c'est un vrai plaisir. Alors il suffit d'ouvrir la Bible pour constater les manquements en ce qui concerne la place accordée aux femmes. En fait, ce n'était pas Ève, la première femme d'Adam, mais une certaine Lilith, effacée de l'histoire pour rébellion. Oui, Lilith, c'est la première femme créée par Dieu comme compagne à Adam, mais comme il avait créé homme et femme en même temps, elle revendiquait l'égalité. Donc, quand il faisait l'amour, elle refusait d'être en dessous, elle voulait être par-dessus. Et donc, ça ne plaisait pas à Adam, qui s'en est plaint à Dieu, et elle a été chassée du paradis, et elle est devenue une démone. Et aujourd'hui, dans la mythologie juive, c'est la démone qui peut s'attaquer aux enfants. Vous êtes membre associé du laboratoire TELEM, Temps, Espace, Langage, Europe méridionale, Méditerranée. Les femmes juives comme chrétiennes sont mentionnées seulement à partir du 19e siècle dans l'assistance des indigents, pas avant. Oui, c'est un peu le même parcours pour les femmes juives, les femmes protestantes ou les femmes catholiques, c'est qu'elles étaient d'abord des femmes qui s'occupaient des bonnes œuvres. Essentiellement, et c'est comme ça que petit à petit elles sont arrivées à demander l'égalité. Vous avez effectué de nombreuses recherches sur les archives de la Shoah et vous êtes en particulier intéressé aux combats menés par les femmes. Comment ces femmes destinées à la mort ont-elles trouvé le courage de résister aux nazis ? Alors, ces femmes qui sont des résistantes dans le camp même, elles ont fini par se rejoindre en parlant la même langue. Et c'est un peu l'organisation générale des camps. C'est-à-dire que les déportés se retrouvaient selon leur langue. Et il y avait des résistantes françaises qui ont agi énormément, comme Germaine Tillon, comme Vaillant Couturier, et d'autres, des juifs belges, comme Malala belge, qui a réussi à s'échapper avec un compagnon d'Auschwitz, mais qui a été rattrapé et qui a eu une mort atroce. Et alors qu'elle allait être pendue devant l'appel général, parce que c'était la punition infligée à tous, elle envoie une gifle monumentale au SS qui vient devant elle. Et évidemment, ils l'ont emportée et on ne sait pas dans quelles conditions elle est morte. En effet, la détermination de ces femmes force le respect. Et l'on peut se documenter sur cette période dramatique de l'histoire en lisant l'un de vos nombreux livres, Les Marseillais pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous avez dirigé le dictionnaire des femmes marseillaises et l'on se rend compte que si les femmes sont présentes dans nos représentations, leur rôle est invisible dans l'histoire. Y a-t-il une volonté délibérée de masquer ce rôle ? Parfois oui, parfois c'est inconscient, parfois c'est éducationnel et c'est évident que les femmes ont pas eu la place qu'elles méritaient dans notre histoire de France. Alors dans notre histoire de France, avant le 18e siècle, c'est-à-dire la Révolution française, les femmes étaient soit des reines, soit des prostituées, soit encore les amantes, les maîtresses des rois. Et ce n'est qu'après que petit à petit, les femmes ont revendiqué l'égalité, d'abord dans les clubs, comme les clubs de Jacobins, il y en avait un à Marseille, rue Cubano. Et bien sûr, le rôle important est celui d'Olympe de Gouges, qui n'est pas encore au Panthéon.
Il y a d'ailleurs un lycée Olympe de Gouges à Plan-de-Cuc. Les hommes ne font pas partie du comité rédactionnel de ce dictionnaire des femmes. Ils n'ont pas été conviés ou n'ont-ils pas souhaité participer? Non, il n'y a pas d'hommes dans le comité rédactionnel, mais il y a énormément d'hommes qui ont collaboré à ce dictionnaire et qui ont joué un rôle important parce qu'ils nous ont fourni des notices importantes. Donc il y a une collaboration homme-femme, mais c'est vrai qu'on a gardé la tête avec des femmes. Eh bien, c'était important de le préciser. Les créateurs des super-héros sont la plupart juifs et on remarque qu'ils choisissent bien entendu des personnages masculins. Les jeunes spectateurs sont déjà conditionnés? Non, c'est pas un conditionnement, c'est que jusqu'à présent, on avait une histoire des femmes invisible. Elles ont joué un rôle important. Par exemple, un général dont je me souviens plus très bien le nom, a dit que s'il n'y avait pas eu les femmes dans la résistance, on aurait perdu la guerre. Donc c'est la reconnaissance du rôle des femmes. Mais on ne rend pas cette chose-là visible, officielle, etc. Et donc les gens sont habitués à voir des héros et non pas des héroïnes. Voilà qui les réhabilite un petit peu. Nous sommes à Marseille et il s'avère important de rappeler une figure de la résistance, Bertie Albrecht, qui s'est résolu au suicide pour ne pas parler. Oui, Bertie Albrecht, c'est vraiment une figure, c'est une icône de la résistance. Elle est née à Marseille dans une famille protestante. Elle a fréquenté le lycée Montgrand, puisqu'à l'époque, dans ce lycée, on commençait depuis les petites classes jusqu'aux grandes, et elle a ensuite œuvré beaucoup aux côtés de Freinet, d'Henri Freinet, dans le mouvement combat. Elle n'était pas seulement la petite main ou la secrétaire, elle menait un combat d'égal à égal avec Henri Freinet. Malheureusement, elle a été dénoncée et elle a été attrapée, envoyée à Fresnes. Et à Fresnes, pendant longtemps, on a cru qu'elle avait été tuée à coups de hache, mais on a déterré en présence de sa fille Mireille, en présence de Henri Freinet, on a déterré son cadavre et on s'est rendu compte qu'elle portait des marques au cou et donc on en a déduit, sa fille aussi, en a déduit qu'elle s'était pendue pour ne pas parler. On peut regretter que les manuels scolaires ne l'honorent pas davantage. De nombreuses femmes ont lutté pour leurs droits et on doit souligner aussi le rôle des femmes juives dans leur émancipation. Oui, alors les femmes juives, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme leurs sœurs chrétiennes, ont joué un rôle à partir de la Révolution française. Mais les femmes juives un peu plus tard. Il a fallu attendre la nomination de Cécile Branchevik, qui était juive et qui a été nommée dans le gouvernement Léon Blum, pour accéder à un poste d'État. Et puis petit à petit ensuite a été créé le mouvement des femmes pour la Palestine qui ramassait de l'argent pour envoyer en Palestine. À l'époque, c'était pas encore Israël, ça s'appelait la Palestine, elle était peuplée de juifs, c'est important de le savoir, ça. Et elles envoyaient de l'argent en Palestine et elles montaient des crèches, etc. Et cet organisme est devenu un peu plus tard la Viso. La Viso, effectivement, et il y a une représentation de la Viso sur Marseille, dirigée par Alexa Amram. Oui, et même une Viso régionale dirigée par Josette Guigui. Josette Guigui, effectivement. Et puisque l'on cite les combats des femmes marseillaises, il faut aussi citer le vôtre, puisque vous êtes la présidente d'ARES, Association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah. Quelles sont ces actions ? Alors les actions de ARES, c'est essentiellement de 3 ordres. Premier ordre, c'est faire des formations vis-à-vis des enseignants du public pour les sensibiliser à cette action d'enseigner la Shoah, pour s'appuyer dessus, pour éduquer à vivre ensemble et éduquer à la citoyenneté, parce que c'est comme ça que on peut entrer quelque chose une valeur un peu plus laïque. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est une université d'été tous les ans
qui portent sur un thème en général, et le thème évolue. Alors c'est soit les femmes, soit les enfants, soit l'après-Shoah ces 2 dernières années. Et enfin, c'est la production d'actes des colloques qui ont lieu et qui sont ensuite distribués lors de l'université d'été. Et vous faites aussi partie de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, où les femmes règnent. On y compte 55 historiennes pour 54 historiens. On compte beaucoup d'historiens, mais le chiffre n'est pas tout à fait exact. Alors, première chose, l'Académie a été créée en 1726 et il a fallu attendre 1975 pour que les femmes entrent à l'Académie. Donc, pendant très longtemps, c'était un univers uniquement masculin. Et aujourd'hui, on est à peu près 10 femmes sur 40 académiciens, donc un quart. Et parmi elles, il y a toutes les disciplines représentées. On a une musicienne, on a des historiennes, on a architecte, on a avocat. Je viens de recevoir quelqu'un qui fait partie du comité d'éthique de Paris. Vous parlez d'invisibilisation des femmes dans le discours traditionnel historique et cela concerne aussi les femmes de Marx, Freud, Hugo. Oui, toutes ces femmes ont été occultées par leur mari. Madame Einstein, Madame Hugo, Madame Freud, alors que Madame Freud a joué un rôle très important. Et je vais vous donner un dernier exemple qui est vraiment typique de la chose. C'est Kreutzmann, qui était la sœur des auteurs Bashevis-Singer. Alors on connaît bien les auteurs Bashevis-Singer, mais elle, on la connaît pas. Or, on pense aujourd'hui qu'elle a été à l'origine du roman très connu de Yentl. Il y a donc une histoire cachée et il faudrait réécrire les livres d'histoire. Oui, ça commence à rentrer parce que quand même maintenant, dans les classes de terminale, on fait un peu la part belle aux femmes résistantes comme Lucie Aubrac, comme Bertolt Brecht. On observe donc un retour des femmes dans l'histoire et vous citez généralement 2 grandes raisons, économiques et épistémologiques. Pourriez-vous nous détailler ? Alors, économique, parce que la place des femmes dans l'économie, elle n'a pas tellement changé. Elles ont toujours eu une place importante, mais invisible. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont elles qui ont remplacé les hommes. Donc, c'était pas évident du tout. Mais elles travaillaient toujours, par exemple, dans l'agriculture, elles travaillaient avec leur mari, mais elles n'étaient pas visibles. Ce qui a changé, c'est qu'elles deviennent visibles. C'est ça l'important. Et ensuite, sur le plan épistémologique, eh bien, depuis les années 70, il existe un mouvement qui s'intéresse à l'histoire des femmes et donc on progresse comme ça. Ça a démarré aux États-Unis, ça a été importé en France, mais aujourd'hui, il y a quand même une différenciation à faire entre le militantisme féminisme et la recherche féministe. Et ce succès n'a pas été usurpé. Quelle est la cause de ces disparités et qu'en est-il en Israël ? Alors, la cause des disparités, c'est que les femmes, dans l'entreprise, par exemple, à partir du moment où elles sont enceintes, elles ont besoin de se mettre en congé, et ça compte dans l'entreprise, donc elles sont payées moins cher. C'est ça le problème. C'est que généralement, les femmes, à poste égal, il n'y a pas salaire égal. Donc ça, et une des causes, c'est justement le fait qu'elles soient enceintes quelquefois dans leur vie et qu'elles sont obligées de prendre un congé. Alors, avec le congé parental exigible aussi pour l'homme, mais ça fait pas les 3 mois nécessaires pour l'accouchement et le sevrage d'un enfant. Alors la place des femmes dans les différentes cultures du pourtour méditerranéen n'a pas été la même et ne l'est toujours pas sans doute aujourd'hui. Quelle est la cause de ces disparités et qu'en est-il en Israël ? Alors, sur le pourtour méditerranéen, il y a de grandes disparités entre États. C'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne, en Suède, dans toute l'Europe occidentale,
bien que ce soit pas méditerranéen, mais sur la France, il y a, semble-t-il, une lutte pour la parité. Dans d'autres pays, c'est pas tout à fait pareil, sauf peut-être en Tunisie, où depuis Bourguiba, on a un effort vers la laïcité, vers l'égalité, mais dans les autres pays, c'est difficile. Et alors avec Daesh, avec Hamas, avec Taliban, etc., c'est pire parce que les femmes sont obligées d'être toujours au second rang. En Israël, ça a été dévoilé par la fille de Dayan, Yael Dayan, le problème de ces femmes en Israël qui sont derrière leur mari et jamais devant, et qui souffrent aussi disons, pas de malversation, mais de violence à la maison. C'est elle qui, la première, a mis en avant ce problème. Mais en Israël, il y a un problème beaucoup plus, j'allais dire plus grave, non pas plus grave, mais important, qui est celui des agounotes, c'est-à-dire des veuves qui n'ont pas reçu le guet, c'est-à-dire auxquelles on n'a pas rendu le contrat de mariage et qui n'ont pas le droit de se remarier. Alors le problème des agounotes en Israël est très bien vu dans le cas d'un film tourné par Ronit Elkabetz qui s'appelle Le divorce de Viviane Amselem. Et là, on voit vraiment le refus du mari de donner le guet, c'est-à-dire de rendre le contrat de mariage. Bien que la plupart des femmes revendiquent plus d'égalité, toutes ne l'expriment pas, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Y a-t-il encore beaucoup de femmes conditionnées par leur éducation familiale, ne serait-ce que dans la société française ? Oh oui, sûrement. En tout cas, il y a des hommes qui voudraient bien retourner à ce statut. Mais de plus en plus, il y a quand même une évolution au sein des jeunes ménages. Au sein des jeunes ménages, l'homme et la femme souvent agissent, par exemple, pour l'élever des enfants, etc. Raison de plus pour s'unir dans ce combat. Les violences sexistes, aujourd'hui encore, ne font aucun doute et le combat des femmes est mené sous une autre forme. Certaines féministes d'aujourd'hui portent-elles atteinte à la cause des femmes ? Oui, et vous avez une très jolie plaquette d'une sociologue connue qui s'appelle Enish et Nathalie Enish, et qui a expliqué que parfois le militantisme nié à la cause des femmes était dommageable pour la recherche des femmes. Il ne faut pas se tromper de combat, en effet. Et il faut aussi signaler aujourd'hui le combat de ces colosses d'affiches marseillaises qui luttent à la fois contre l'antisémitisme et le sexisme. Leur message s'adresse aussi à la communauté juive locale ? Oui, alors ce collectif des colleuses d'affiches marseillaises est né il y a à peu près 2 ans. Et il collait des affiches contre le sexisme et le racisme. Mais il a réagi un peu comme il avait réagi par rapport à moi et à ma demande lors de la marche mondiale des femmes, à savoir que je disais que racisme et antisémitisme, c'est pas du tout pareil. Et donc, il y a des juives qui ont reposé la question et devant la fermeture du groupe à lutte contre l'antisémitisme, elles ont créé sous l'anonymat une association qui s'appelle Collectif des colleuses juives d'affiches, et elles luttent contre et le sexisme et l'antisémitisme. Eh bien, merci beaucoup René Drebentousan pour toutes ces informations historiques et d'actualité sur un combat qui nous concerne toutes et concerne aussi les hommes, évidemment. Et je mentionne d'une part le site de l'Association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah, ares-asoc.net, ainsi que l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille. Merci à vous René. Merci à vous aussi de ne m'avoir pas oublié. Merci beaucoup. C'est normal, merci. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.